Un policier tente d'expulser une femme noire du tribunal, puis un appel de la Maison-Blanche bouleverse tout. Madame, vous devez partir maintenant. L'ordre tranchant de l'officier traversa la salle d'audience tendue. Teresa Marshall resta sur place, serrant ses documents juridiques tandis que des murmures parcouraient la foule. J'ai le droit d'être ici, déclara-t-elle fermement, refusant de bouger. Le marteau du juge frappa avec finalité. Plus maintenant. Bête, retirez-la, ordonna le juge Essington. Le sergent Kyle Harrington s'avança, prêt à l'escorter, mais avant qu'il ne puisse poser une main sur elle, les portes de la salle d'audience s'ouvrirent. Un greffier essoufflé se précipita à l'intérieur, serrant un billet plié. Votre honneur. La voix du greffier vacilla. Il y a un appel pour vous de la Maison-Blanche. Un silence stupéfait tomba sur la pièce. Le juge hésita. L'officier se figea. À ce moment-là, Teresa savait que tout était sur le point de basculer. Le palais de justice de Shady Grove, dans le Maryland, bourdonnait d'une énergie agitée. Ce mardi matin, les gens étaient alignés sur le sol en marbre poli, attendant leur tour devant un juge connu pour son comportement d'acier et ses décisions rapides. Les détecteurs de métaux bipaient sans cesse, scrutant les sacs et les corps à la recherche de la moindre contrebande. Le palais de justice respirait l'autorité, de grandes colonnes, des portes massives en bois et un drapeau américain se balançant doucement dans la brise. À l'intérieur, c'était une cocotte minute de peur, de tension et de désespoir. De jeunes avocats en costume froissé se précipitaient, serrant dossiers et mallettes contre leur poitrine. Des familles se blottissaient dans les coins, murmurant des prières pour la clémence. Le personnel du tribunal tapait furieusement, mettant à jour les dossiers, répondant au téléphone et dirigeant le flux humain chaotique. Des panneaux exhortaient au silence, une demande presque impossible dans un espace rempli de débats chuchotés sur les cautions, les accusations et les plaidoyers. Même l'air sentait l'anxiété, un mélange de vieux papier, de café rassis et de transpiration nerveuse. Une silhouette se démarquait. Teresa Marshall, une grande femme noire d'une quarantaine d'années, portait un simple blazer noir sur un chemisier blanc impeccable. Ses cheveux soigneusement tressés étaient tirés en arrière. Son expression était résolue, bien que la lassitude persistât dans ses yeux. Teresa attirait l'attention sans avoir besoin d'élever la voix. Elle avait mené d'innombrables batailles dans sa vie, d'une éducation difficile à des luttes professionnelles, mais aujourd'hui lui semblait plus lourd que tout. Elle était ici pour témoigner dans sa propre affaire de discrimination au travail contre une prestigieuse agence de marketing qui l'avait licenciée dans des circonstances manifestement biaisées. Après des mois de querelles juridiques, son jour au tribunal était enfin arrivé. Elle serra ses documents, sentant l'espoir et la peur s'entremêler. Elle s'était préparée méticuleusement avec son avocat, déterminée à tenir bon. Mais elle n'avait aucune idée de la façon dont cette journée allait se dérouler. Niché dans un coin du même couloir se tenait le sergent Kyle Harrington. Grand et musclé, avec une mâchoire ciselée et des cheveux coupés courts, il dégageait un air d'autorité. Bien qu'il ne soit pas étranger au devoir au tribunal, quelque chose dans sa posture signalait une tension inhabituelle. Teresa avait remarqué ses yeux attentifs la suivant dès l'instant où elle entra. Son audience était prévue pour 9h30 dans la salle 306, une salle d'audience connue pour l'approche rigide et pragmatique de la juge Margory Essington. Teresa se glissa sur les bancs en bois tandis que son avocat, Rick Stanton, un homme d'âge moyen idéaliste réputé pour s'occuper des affaires de droit civique, lui fit un signe de tête rassurant. De l'autre côté, l'équipe juridique de la société de marketing rayonnait d'une confiance tranquille. Leur avocat principal, un homme aux cheveux lissés en arrière et portant un costume coûteux, sourit légèrement, comme s'il connaissait déjà l'issue avant même le début de la séance. Teresa aperçut à nouveau le sergent Harrington. Il était entré dans la salle d'audience, scrutant l'assemblée jusqu'à ce que ses yeux se posent sur elle. Il était de routine pour les officiers d'être présents, mais son regard portait une pointe de tension. Le juge Essington, vêtu d'une robe noire et arborant un regard intimidant, sortit de son cabinet. Le marteau frappa. Les formalités furent échangées. Le cœur de Teresa battait fort. Elle attendait ce jour pour présenter ses preuves et raconter son histoire. Son avocat ne perdit pas de temps, affichant des évaluations de performance élogieuses et des témoignages de clients exceptionnels. Il introduisit ensuite des courriels internes accablants, révélant qu'après l'arrivée d'un nouveau manager, Teresa avait été à plusieurs reprises écartée des promotions en faveur de collègues blancs moins qualifiés. Il y avait même eu des allégations de remarques racistes à son encontre. Mais le conseil adverse affichait un sourire narquois, troublant chaque argument,
dépeignant Teresa comme une simple employée mécontente en quête d'indemnisation. L'expression du juge Essington restait illisible. Ses yeux allaient de Teresa aux avocats et aux preuves, mais son attitude était teintée d'impatience. Au fil des minutes, un sentiment de malaise s'installa dans la poitrine de Teresa. Elle ne se battait pas seulement pour son cas, mais contre un système qui avait déjà pris sa décision à son sujet. Puis vint la confrontation inattendue. Alors que Teresa terminait de répondre au contre-interrogatoire du conseil adverse, elle demanda à nouveau la permission de s'adresser au tribunal, citant des preuves récemment découvertes. Le juge, déjà exaspéré par la longueur de l'audience, leva les yeux au ciel et dit sèchement, « C'est assez, mademoiselle Marshall, vous avez eu votre chance. » Teresa tenta de clarifier les choses, insistant sur le fait que la défense n'avait pas divulgué des courriels cruciaux, mais la patience du juge Essington s'épuisa. « J'ai dit, assez, éleva-t-elle la voix. Si vous parlez encore une fois hors de votre tour, je vous ferai expulser de ma salle d'audience. » Le refus de Teresa de se taire alluma une étincelle. Le sergent Harrington, debout près de la porte, s'avança immédiatement, comme s'il attendait une excuse pour intervenir. La frustration du juge Essington déborda finalement. Elle pointa un doigt ferme vers Teresa. « Puisque vous refusez de suivre les instructions, mademoiselle Marshall, je vous ordonne de partir. » Son marteau frappa brusquement. Le son résonna dans la salle d'audience. Un halètement collectif parcourut les spectateurs. Rick Stanton se leva d'un bond, main levée pour tenter de désamorcer la situation. Il expliqua que Teresa était sous un stress immense, que les nouvelles preuves pouvaient changer la donne et qu'aucun manque de respect n'était intentionnel. Ces mots tombèrent dans l'oreille d'un sourd. « Bête, retirez mademoiselle Marshall de ma salle d'audience, maintenant. » Le sergent Harrington prit cela comme un signal et s'avança vers Teresa, son expression indiquant clairement qu'il était plus que prêt à obéir. Le monde de Teresa semblait changer. C'était sa chance. Son moment pour exposer l'injustice qu'elle avait subie. Si elle était renvoyée maintenant, son témoignage pouvait être ignoré, ses preuves enfouies. Le désespoir la submergea. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais Harrington se pencha au-dessus d'elle, ses menottes tintant à sa ceinture. « Madame, dit-il fermement, vous devez partir maintenant. » Rick posa une main ferme sur son épaule et murmura. « Laisse tomber. On trouvera une solution. N'aggrave pas la situation. » Une frustration brûlante flamboya dans les yeux de Teresa, mais elle se força à rester calme. Elle rassembla ses dossiers, des preuves qu'elle avait minutieusement préparées, maintenant apparemment rendues inutiles. La salle d'audience regarda en silence. Certains visages exprimaient de la pitié, d'autres une satisfaction suffisante. Harrington lui saisit le haut du bras, la guidant vers l'allée. Une bouffée de colère la traversa. Pourquoi était-il toujours si facile pour ceux au pouvoir de faire taire les voix noires? Elle garda la tête haute. Elle avait déjà enduré l'adversité, mais cela ressemblait à une trahison du système judiciaire lui-même. Avec une dignité silencieuse mais inébranlable, Teresa se dirigea vers les doubles portes. Toute l'épreuve n'avait duré que quelques minutes, mais elle portait le poids de toute une vie d'humiliation. Juste avant qu'elle ne sorte, la prise de Harrington se resserra légèrement, un subtil rappel de contrôle. Elle se hérissa mais ravala sa réaction. Rester calme était sa seule option si elle voulait espérer sauver son cas. Elle pouvait sentir les regards lui transpercer le dos. Elle ne savait pas que la vraie bataille ne faisait que commencer. Au moment où elle franchit le seuil, le temps sembla ralentir. Harrington sortit un petit bloc-notes, prenant des notes entre deux regards occasionnels vers elle. Teresa en voulait à la façon dont il la scrutait, documentant chacun de ses mouvements comme s'il cherchait des preuves là où il n'y en avait pas. Elle croisa les mains sur ses genoux, se forçant à rester calme. Devant le palais de justice, la vie continuait. Le soleil brillait plus fort, la circulation grondait, les piétons se pressaient. Mais pour Teresa, le monde s'était arrêté net. Après ce qui lui sembla une éternité, Harrington rangea son bloc-notes et se redressa. Il semblait prêt à l'escorter dehors, mais à sa surprise, il parla. Son ton était plus bas, pas tout à fait désolé, mais moins rigide. « Regardez, madame, vous me mettez dans une situation difficile, murmura-t-il. Le juge m'a dit de vous renvoyer. Je ne faisais que suivre les ordres. » Teresa l'étudia attentivement. Elle savait que cette excuse n'était qu'une autre version de « je ne fais que mon travail », une phrase que les personnes marginalisées entendaient depuis des générations. Elle ravala l'envie de se déchaîner, sachant que sa colère pourrait être retournée contre elle.
Au lieu de cela, elle garda sa voix ferme. Je comprends que vous avez un travail à faire, sergent, dit-elle. Mais la manière dont vous le faites compte aussi. Pendant une brève seconde, quelque chose passa sur son visage. Quelque chose d'humain. Puis, comme s'il se souvenait de son rôle, son expression se durcit. Si vous avez un problème, parlez-en au juge, dit-il catégoriquement. Je ne fais pas les règles. Il se retourna pour s'éloigner, mais avant qu'il ne puisse faire un autre pas, Teresa rassembla son courage. Un jour, dit-elle doucement, vous pourriez vous retrouver du côté des victimes de l'injustice. Quand cela arrivera, rappelez-vous comment vous traitiez les gens lorsque vous aviez le pouvoir. Harrington hésita. Puis, sans un mot, il continua de marcher. Teresa le regarda partir, ressentant un mélange de colère, de pitié et de détermination. Peut-être n'était-il qu'un autre rouage du système. Mais même les rouages pouvaient décider de leur résistance. Elle se tenait là, serrant ses documents et sa dignité. Le couloir lui parut soudain vide. Rick Stanton n'était pas encore apparu. Teresa s'accrochait à un espoir fragile, aussi mince soit-il, que le juge puisse reconsidérer sa décision. Elle vérifia son téléphone. Aucun nouveau message. Elle ne savait pas que le chaos éclatait dans la salle d'audience. Le juge et le conseil adverse débattaient de la possibilité de la déclarer coupable d'outrage. Rick s'y opposait farouchement, agitant les preuves nouvellement découvertes selon lesquelles Teresa avait été ciblée par son employeur en raison de sa race. Le juge Essington, renfrogné, l'avertit. Conseiller, si vous ne vous contrôlez pas, vous serez déclaré coupable d'outrage. Le conseil adverse saisit l'occasion pour rejeter les nouveaux documents comme non pertinents ou non authentifiés. La confusion se répandit tandis que le tribunal tentait de rétablir l'ordre. Puis, brusquement, la tension fut interrompue. Une greffière se précipita vers le juge Essington et lui murmura quelque chose à l'oreille. L'expression irritée du juge se transforma en surprise. Elle prit un billet plié, hésita, puis frappa du marteau. Nous allons suspendre l'audience. Toutes les parties doivent rester dans les environs. Cette audience est ajournée pour une suspension de 15 minutes. Une vague de confusion balaya la salle. Rick voulut protester, mais le juge leva la main pour l'arrêter. Conseiller, j'ai dit que nous étions en suspension, répéta-t-elle fermement. Le juge Essington se leva, rassembla sa robe et sortit rapidement vers son cabinet. La greffière la suivit de près. Quelque chose d'important était en train de se jouer. Après elle, personne dans la salle d'audience n'avait la moindre idée de ce qui venait de se passer ni de la raison pour laquelle le juge avait si soudainement interrompu la procédure. Même le conseil adverse, qui quelques instants auparavant arborait un air de confiance suffisante, semblait maintenant tout aussi perplexe. Ce n'est que lorsque le greffier s'est discrètement glissé dans le couloir et a repéré le sergent Harrington que les pièces du puzzle ont commencé à se mettre en place. La journée avait été routinière, tendue mais pas inhabituelle. La suspension abrupte, cependant, piqua sa curiosité. « Sergent, dit le greffier, le juge a besoin de vous dans son cabinet immédiatement. » Les sourcils de Harrington se levèrent légèrement. Il était rare qu'un juge convoque un huissier en dehors des affaires disciplinaires. Sans hésitation, il suivit le greffier à l'intérieur du cabinet du juge. L'atmosphère était tendue. Le mobilier en bois sombre et les étagères bordées d'épais volumes juridiques donnaient à l'espace un air de solennité. Le juge Essington était assise rigidement à son bureau, parlant au téléphone. « Oui, monsieur le secrétaire. Je comprends. Oui, je m'en occupe immédiatement. » Elle jeta un coup d'œil à Harrington, puis détournait rapidement le regard. Son expression était grave. Quelques hochements de tête brefs, puis elle reposa soigneusement le combiné comme s'il pesait plus lourd que sa taille ne le laissait supposer. « C'était la Maison Blanche, dit-elle en rencontrant le regard de Harrington. Sa voix était calme mais ferme. Le cas de Teresa Marshall a attiré l'attention de l'administration. Quelqu'un de très haut placé veut s'assurer que son témoignage ne soit pas réduit au silence. Une secousse d'incrédulité parcourut Harrington. La Maison Blanche ? Il avait entendu parler des récents efforts de l'administration pour réprimer les pratiques discriminatoires, mais jamais il n'aurait imaginé que cela atteindrait un simple palais de justice à Shady Grove. Cela change les choses, poursuivit le juge, une note d'incertitude dans la voix. J'ai besoin que vous localisiez mademoiselle Marshall immédiatement et que vous la rameniez dans la salle d'audience. Si elle a été maîtrisée, retirez les menottes, faites tout ce qui est nécessaire. Nous reprenons l'audience dès que possible, et elle doit recevoir toutes les courtoisies.
Harrington cligna des yeux, repensant à Teresa, sa dignité tranquille, la frustration qui couvait dans son regard. Il se souvenait de la pression ferme de sa propre main sur son bras quelques minutes plus tôt, lorsqu'il l'avait escortée dehors. Et maintenant, on lui ordonnait de la ramener. L'ironie ne lui échappa pas. Oui, votre honneur, dit-il, incertain de ce qu'il pouvait dire d'autre. Le juge Essington attrapa un épais dossier sur son bureau et feuilleta rapidement quelques pages. Sergent, dit-elle sèchement, je ne sais pas ce que vous avez entendu, mais gardez ceci confidentiel. L'appel provenait du secrétaire du ministère de la Justice. L'administration s'est intéressée à l'affaire de mademoiselle Marshall, et ils ont clairement fait savoir qu'il y aurait des conséquences si son droit à un procès équitable était compromis. Harrington déglutit difficilement. C'était bien au-delà de toute procédure standard qu'il ait jamais rencontrée. Je la ramènerai, votre honneur, dit-il d'une voix ferme, puis il tourna sur ses talons et quitta la pièce. Son esprit s'emballait. Quelques instants plus tard, il aperçut Teresa appuyée contre le mur, près du panneau de sortie. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. En le voyant approcher, elle se raidit, se préparant à une nouvelle humiliation. Avant qu'elle ne puisse parler, Harrington leva une main dans un geste presque conciliant. Mademoiselle Marshall, commença-t-il, sa voix sensiblement plus douce qu'avant, vous êtes priée de revenir dans la salle d'audience. Teresa cligna des yeux avec incrédulité, serrant ses documents plus près d'elle. Par qui, demanda-t-elle avec méfiance. Par le juge, répondit Harrington en jetant un regard autour d'eux. Il y a eu de nouvelles informations. Elle le scruta attentivement, à la recherche du moindre signe de ruse. Pourquoi ce changement soudain? Je ne peux pas dire, admit-il, bien qu'il ait soigneusement évité de mentionner l'implication de la Maison-Blanche. Mais l'audience reprend, et le juge veut spécifiquement que vous reveniez. Teresa jeta un coup d'œil vers l'ascenseur, puis baissa les yeux sur son téléphone, toujours pas de message. Elle se demanda si Rick avait réussi à renverser la situation ou si une force invisible était intervenue. La voix de sa mère résonna dans son esprit, parfois, la justice vient d'où l'on s'y attend le moins. Notant le changement subtil dans le comportement d'Harrington, elle fit confiance à son instinct. Très bien, dit-elle d'un ton ferme. Allons-y. Ils avancèrent côte à côte, et bien que physiquement proches, la dynamique de pouvoir entre eux avait irréversiblement changé. Veuillez vous asseoir, dit-elle en désignant la table des plaignants. Le ton sec et dédaigneux de tout à l'heure avait disparu. Il était remplacé par une civilité tendue. Monsieur Stanton, vous pouvez procéder à l'introduction de toute nouvelle preuve pertinente à l'affaire. Rick ouvrit la bouche, momentanément stupéfait par le changement soudain d'attitude du juge. Il se reprit rapidement en faisant signe à Teresa de s'asseoir à côté de lui. Son cœur battait fort lorsqu'elle s'avança, consciente de tout. Je la fixais. Le contraste frappant entre ce moment et son expulsion humiliante quelques minutes plus tôt était accablant. Une fois assis, Rick se pencha et murmura. Que diable vient-il de se passer? Je n'en ai aucune idée, murmura Teresa en retour, mais profitons. Le juge les regarda avec impatience. Conseil, vous pouvez continuer. Ainsi commença le deuxième acte d'une audience désormais sous l'œil attentif de force bien au-delà des murs de la salle d'audience. Pour la première fois, la possibilité d'un résultat favorable vacillait à portée de main. Avec une détermination renouvelée, Rick présenta la nouvelle découverte. Les courriels ont été transformés en preuves lorsque les écrans suspendus se sont allumés. Leur contenu laissait peu de place au doute. Les messages étaient truffés de langage racial codé, subtil mais accablant. La direction avait ouvertement remis en question la pertinence de Teresa pour leurs clients, évoquant son « style urbain » comme une préoccupation. Une autre chaîne de courriels révélait comment ces primes avaient été discrètement réduites sans explication, tandis que des collègues moins qualifiés bénéficiaient de promotions régulières. Les révélations envoyèrent une onde de choc dans la salle d'audience. Même le juge Essington, auparavant indifférent, semblait désormais visiblement troublé par la partialité flagrante affichée. Le conseil adverse s'est empressé d'objecter, affirmant que les courriels n'étaient pas pertinents ou manquaient d'authentification. Mais Rick est resté calme. Il a méticuleusement exposé la piste numérique, vérifiant les horodatages, les destinataires et les métadonnées. Son argument était hermétique. La tension monta d'un cran lorsque la salle d'audience absorba la dure réalité du calvaire de Teresa. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit quelque chose d'inconnu, des personnes en position de pouvoir écouter réellement. Prenant une profonde inspiration, elle trouva sa voix.
Ce n'est pas seulement à propos de moi, commença-t-elle. Son ton tremblait légèrement mais gagnait en force à chaque mot. Il s'agit de chaque employé qui a été négligé, sous-payé ou licencié simplement en raison de sa race. Ces courriels prouvent ce que je dis depuis le début, déclara fermement Teresa. Ils révèlent un modèle clair de discrimination, et si personne ne s'y oppose, ce modèle ne fera que continuer. Un lourd silence s'installa dans la salle. Même le conseil adverse, qui avait respiré la confiance plus tôt, se pencha en arrière sur sa chaise, son comportement suffisant s'estompant. Il était clair qu'il comprenait que ces courriels n'étaient pas seulement un inconvénient, ils étaient une bombe portant le potentiel de graves conséquences juridiques bien au-delà du cas individuel de Teresa. Pendant l'heure suivante, Rick exposa soigneusement le contexte complet de chaque courriel, reliant méthodiquement les points. Il présenta également les témoignages de 2 anciens collègues de Teresa qui avaient discrètement soumis des affidavits décrivant des expériences étrangement similaires. Bien qu'ils craignissent des représailles, leurs déclarations renforcèrent les affirmations de Teresa, brossant le tableau d'une culture d'entreprise qui avait systématiquement mis à l'écart les employés noirs. Au fur et à mesure que les preuves se dévoilaient, Teresa fut submergée par une vague d'émotions, justification, colère, soulagement, épuisement. Elle avait passé des mois à se préparer pour ce moment, mais elle n'avait jamais imaginé une tournure aussi dramatique. Son regard se tourna brièvement vers le sergent Harrington, qui restait au fond de la salle d'audience. Leurs regards se croisèrent pendant une seconde fugace. Il avait l'air différent, moins rigide, comme s'il comprenait enfin le poids de l'injustice à laquelle il avait participé par inadvertance. La juge Essington resta calme, mais ses prises de notes continues et ses hochements de tête solennels montraient clairement qu'elle prenait cette preuve beaucoup plus au sérieux qu'auparavant. Une fois le dernier courriel présenté, elle resta assise en contemplation avant de se tourner vers le conseil de la défense. « Avez-vous une réfutation à ce moment-là » L'avocat de la défense se leva. Sa confiance habituelle était ébranlée. « Nous demandons une courte pause pour examiner ces documents, votre honneur, dit-il d'une voix trahissant un léger tremblement. La juge Essington hocha la tête. Très bien. 30 minutes. Nous nous réunirons rapidement. Il y a beaucoup à discuter. D'un coup de poing mesuré, elle annonça la suspension. Un soupir collectif parcourut la salle. Une chose était sûre, le cas de Teresa n'était plus seulement une affaire locale. Près des distributeurs automatiques, Teresa et Rick trouvèrent un coin tranquille pour se regrouper. Ils avaient besoin d'un moment pour respirer. Rick vérifia son téléphone et envoya des messages à quelques contacts journalistes pour confirmer l'histoire. Les réponses arrivèrent rapidement. « C'est un game changé », murmura-t-il en parcourant les messages. Ils disent que cette affaire pourrait créer un précédent pour l'application de la loi fédérale antidiscrimination. Le cœur de Teresa battait fort. « Je n'ai jamais voulu être sous les projecteurs comme ça, admit-elle. » Rick lui adressa un sourire compréhensif. « Parfois, ce sont les projecteurs qui vous trouvent, dit-il doucement. Et si nous jouons bien nos cartes, vous pourriez aider à changer un système brisé. » Elle baissa le regard, pensant à Ava. Déjà, à la maison, les réseaux sociaux s'enflammaient de commentaires. Teresa s'inquiétait que sa fille lise des remarques haineuses ou des attaques personnelles. Mais si c'était le prix à payer pour dénoncer l'injustice, elle était prête à l'assumer. Une voix les surprit tous les deux. « Excusez-moi. » Ils se retournèrent pour voir le sergent Harrington, debout à quelques mètres, sa posture moins rigide qu'avant, les mains pendant à ses côtés. Teresa le regarda prudemment. « Oui. » Il s'éclaircit la gorge. « Je voulais dire quelque chose. » Rick se déplaça subtilement, prêt à intervenir si nécessaire. Harrington leva une main, presque en signe de paix. « Je voulais juste m'excuser, dit-il. Je faisais mon travail, mais je réalise maintenant ce que ça a dû être d'être expulsé de la salle d'audience comme ça. Ce n'était pas juste, et je suis désolé. » Teresa scruta son visage, cherchant un signe d'insincérité. Elle n'en vit aucun. Il n'y avait aucune malice dans son expression, juste un mélange inconfortable de regret et de prise de conscience. « J'accepte vos excuses, dit-elle doucement. Mais cela n'efface pas ce qui s'est passé. » Harrington hocha brièvement la tête. « Je sais, admit-il. Je voulais juste que vous l'entendiez. » Il se tourna comme pour partir, puis hésita, regardant par-dessus son épaule. « Pour ce que ça vaut, ajouta-t-il, je ne pensais pas qu'il vous écouterait. Mais il semble que vous ayez des gens puissants de votre côté. » Teresa ne répondit pas. Elle le regarda simplement s'éloigner.
Tandis qu'Harrington se retirait dans le couloir, un trouble émotionnel suivait dans son sillage. Rick posa une main rassurante sur l'épaule de Teresa. Je vous ai dit que les gens peuvent changer, ou au moins admettre qu'ils ont tort. Restons concentrés sur l'audience. D'accord, hocha-t-elle la tête. Le compte à rebours jusqu'à la prochaine séance avait commencé. Ils n'avaient que quelques minutes pour peaufiner leurs arguments. Mais la vague soudaine de publicité et de soutien de haut niveau ressemblait à un tournant. Pour la première fois depuis des mois, Teresa sentit la réelle possibilité d'une victoire. Le reste de la procédure sembla presque décevant en comparaison. La défense s'efforça de sauver sa position, insistant sur le fait que les courriels n'étaient pas représentatifs de la culture de l'entreprise et que leur politique favorisait l'inclusion. Mais le mal était déjà fait. Le juge Essington programma une audience distincte pour déterminer les dommages et une éventuelle injonction. Pendant ce temps, un agent de liaison du ministère de la Justice demanda officiellement que tous les dossiers soient soumis à un éventuel examen fédéral. Lorsque le juge clôtura la séance, Teresa se laissa retomber sur son siège, épuisée, physiquement et émotionnellement. Rick, rayonnant, l'entoura d'un bras pour une brève étreinte de félicitations. « Nous l'avons fait » murmura-t-il. Mais ils savaient tous les deux que la bataille juridique était loin d'être terminée. À l'extérieur, les journalistes affluèrent, les micros et les caméras braqués sur eux. L'affaire était maintenant ancrée dans la conscience publique, en grande partie à cause de la rumeur d'une intervention de la Maison-Blanche. Peu habituée à l'attention des médias, Teresa essaya de rester calme. Rick la guida à travers la foule, répétant que c'était une victoire pour les droits civiques et un signal d'alarme pour les entreprises pratiquant encore la discrimination. Teresa répondit à quelques questions, sa voix stable malgré le tumulte. « Je veux juste la justice, dit-elle. Pas seulement pour moi, mais pour toutes les personnes confrontées à la discrimination. J'espère que cela encouragera plus de gens à s'exprimer. » Sa déclaration fit le tour des chaînes d'information et des réseaux sociaux, où les témoignages d'autres victimes commencèrent à affluer. En coulisses, l'agence de marketing tenta de contenir les dégâts en annonçant une enquête interne, mais le mal était fait. La confiance des consommateurs vacillait, les actions chutaient, et des rumeurs de recours collectifs commençaient à circuler. Dans une salle de conférence silencieuse, Rick ferma la porte. « Ça va ?» demanda-t-il. Teresa laissa échapper un rire tremblant. Aujourd'hui a été surréaliste. Rick sourit. Vous venez d'écrire l'histoire, ici et peut-être au-delà. L'espoir brûlait fort, elle n'était pas seule dans ce combat, ni l'un ni l'autre des innombrables autres qui avaient souffert en silence. Plus tard dans la soirée, après que le palais de justice se soit vidé, le sergent Kyle Harrington parcourut les couloirs désormais silencieux, sécurisant le bâtiment pour la nuit. Ses collègues étaient rentrés chez eux, et le bourdonnement habituel de l'activité diurne s'était estompé. Dans le silence, les plafonniers vacillaient faiblement, projetant de longues ombres et révélant l'âge du bâtiment, une institution qui avait vu d'innombrables batailles pour la justice se dérouler dans ses murs. Alors qu'il passait devant la salle d'audience 306, il s'arrêta, fixant l'espace vide où, quelques heures plus tôt, un changement extraordinaire avait eu lieu. Il n'avait jamais été témoin d'un renversement aussi dramatique auparavant. Plus troublant, il ne s'était jamais senti aussi personnellement impliqué dans un renversement. Quelque chose en lui avait changé. Peut-être était-ce la conviction brute dans la voix de Teresa, ou peut-être était-ce le pouvoir indéniable de la Maison-Blanche intervenant. Lentement, il sortit son petit carnet, feuilletant les pages remplies de ses notes de la journée, contrôle de sécurité, horodatage, rapport d'incident. Ses yeux s'attardèrent sur l'entrée documentant le renvoi de Teresa. Plus il y pensait, plus la culpabilité pesait sur sa poitrine. Il se souvenait de la façon dont elle l'avait regardé quand il lui avait attrapé le bras. Elle n'avait pas résisté, elle avait simplement désespérément besoin d'être entendue. Une vague de malaise l'envahit. Il s'était toujours enorgueilli de faire respecter la loi et de maintenir l'ordre, mais aujourd'hui, il avait été complice du silence d'une femme noire qui se battait pour ses droits. Glissant le carnet dans sa poche, Harrington continua vers la sortie. Alors qu'il passait devant le cabinet du juge, il remarqua que la porte était toujours fermée. À travers le verre dépoli, la faible lueur d'une lampe de bureau était visible. Peut-être que le juge Essington était toujours à l'intérieur, aux prises avec le poids des événements de la journée. Alors qu'il poussait les lourdes portes du palais de justice, Harrington sortit dans l'air frais du soir. Il inspira profondément, fixant le ciel où des traînées oranges et violettes peignaient l'horizon. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit vraiment introspectif.
Une vibration soudaine de son téléphone fit sortir Harrington de sa rêverie. C'était un texto de sa femme. « Ça va ? Les nouvelles sont partout à propos de cette affaire au tribunal, quelque chose à propos de l'implication de la Maison-Blanche. » Il tapa une brève réponse. « Je vais bien. Journée chargée, parlons-en quand je rentre à la maison. » Il glissa son téléphone dans sa poche et se dirigea vers sa voiture, l'esprit lourd de réflexion. Peut-être que des excuses à Teresa n'étaient que le début de ce qu'il lui devait. Peut-être pouvait-il faire plus, à son poste, pour s'assurer que de telles injustices ne se reproduisent pas sous sa surveillance. Le changement commençait souvent par un simple pas. Un moment de conscience de soi. Alors qu'il rentrait chez lui, Harrington ne pouvait se défaire du sentiment d'avoir franchi le seuil. L'ignorance n'était plus une excuse, ni la neutralité une option. Qu'il le veuille ou non, il faisait partie de quelque chose de plus grand. Une histoire qui exigeait du courage moral. À Washington, les couloirs du pouvoir bourdonnaient de leur propre marque d'itinérance. La secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Linda King, entra dans la salle de briefing quotidien où les journalistes étaient déjà prêts à bondir sur les sujets les plus importants de la matinée. La climatisation peinait à résister à la chaleur des lumières de la télévision, et le murmure des voix pleines d'espoir s'éteignit alors qu'elle s'approchait du podium. « Bonjour », elle commença, scrutant la foule. « Je réponds à vos questions maintenant. » Les mains se levèrent. Elle désigna un journaliste de l'Associated Press. Est-il vrai que quelqu'un à la Maison-Blanche est intervenu directement dans une affaire judiciaire du Maryland concernant une discrimination raciale présumée? Le journaliste demanda, en faisant référence au procès de Teresa Marshall. Linda garda une expression neutre. L'administration, y compris le ministère de la Justice, est profondément engagée dans la protection des droits civiques. À travers le pays, bien que je ne puisse pas commenter des appels téléphoniques ou des communications spécifiques, je peux dire que le gouvernement fédéral a le pouvoir d'enquêter sur d'éventuelles violations des droits civiques, même au niveau local. Un chœur de questions complémentaires éclata. Un journaliste de CNN insista. Alors, confirmez-vous ou niez-vous que la Maison-Blanche a directement contacté un juge au sujet du cas de Teresa Marshall? Linda marqua une pause en choisissant soigneusement sa réponse. Ce que je peux dire, c'est que l'administration est au courant du cas de Madame Marshall et que nous prenons très au sérieux toute allégation crédible de discrimination. Le ministère de la Justice a pour mandat de garantir le respect des lois fédérales antidiscrimination. Ce n'était pas exactement un déni. La salle bourdonnait de spéculations. Linda tourna doucement son regard vers un autre sujet, mais la graine avait été plantée. Il y avait effectivement eu un certain niveau d'implication de haut rang. Plus tard, alors qu'elle traversait un couloir plus calme, loin de la presse, un membre du personnel lui chuchota, « Nous obtenons marteler sur cette question de Teresa Marshall. » Linda hocha sèchement la tête. Elle savait qu'admettre une influence judiciaire directe pouvait être controversé, mais ignorer une discrimination flagrante n'était pas une option, surtout pour une administration qui avait construit sa plateforme sur la justice sociale. Quelque part dans les coulisses, quelqu'un dans la division des droits civiques avait reconnu l'importance du cas de Teresa. Peut-être avait-il des liens avec un groupe de défense qui avait transmis les nouvelles preuves à une administration particulièrement sensible aux questions de justice raciale. Il n'était pas exagéré que quelqu'un décroche le téléphone et s'assure que la procédure régulière n'était pas refusée. Alors que Linda retournait à son bureau, elle expira lentement. Lentement, le public débattrait de la pertinence de l'implication de la Maison-Blanche, mais dans son esprit, permettre à la discrimination de ne pas être contestée n'était jamais une option. Parfois, le bon choix moral comportait des risques politiques, et c'était un compromis que l'administration semblait prête à accepter dans une élégante salle de conférence. Surplombant le centre-ville de Baltimore, les dirigeants de l'agence de marketing, au cœur du procès de Teresa, se sont réunis pour une réunion d'urgence. La table en acajou poli brillait sous les lumières fluorescentes, mais l'atmosphère dans la pièce était tout sauf polie. Le PDG, un homme aux cheveux argentés et aux yeux fatigués, parcourait un flot incessant de gros titres négatifs sur sa tablette. C'était devenu complètement incontrôlable. Il marmonna, sa voix traversant le silence tendu. Notre action a encore chuté de 3 points ce matin. Une vice-présidente du marketing s'éclaircit la gorge. Nous avons préparé un communiqué de presse soulignant notre engagement en faveur de la diversité et de l'inclusion. Nous lançons également une enquête interne. Une raillerie vint du conseiller juridique de l'entreprise, assis au bout de la table. Cela pourrait ne pas suffire, dit-il en ajustant ses lunettes. Cette affaire a le potentiel de déclencher un recours collectif et,
avec le ministère de la Justice qui nous observe, nous sommes exposés de tous côtés. Le PDG fronça les sourcils en se frottant les tempes. Que diriez-vous d'un règlement à l'amiable? Pouvons-nous faire en sorte que cela disparaisse tranquillement? Le conseiller juridique haussait les épaules. Peut-être, mais elle semble déterminée à aller jusqu'au bout, surtout avec toute l'attention médiatique. Nous devrions proposer un règlement important, présenter des excuses officielles et démontrer les changements réels dans notre structure d'entreprise. Un autre cadre prit la parole. Et n'oublions pas que les employés s'expriment déjà sur les réseaux sociaux. Certains disent avoir été confrontés au même type de discrimination. Ce n'est peut-être pas un cas isolé. Le ton était lourd dans la salle. Depuis des années, l'entreprise fonctionnait avec des préjugés subtils, ignorant certains employés pour les promotions et leur attribuant plus facilement les échecs qu'à leurs collègues blancs. C'était un système tellement ancré que la haute direction ne l'avait jamais remis en question. Maintenant, sous le poids de la surveillance, ce système s'effondrait. Le PDG expira brusquement et frappa du poing la table, faisant rouler un stylo par terre. Nous devons limiter les dégâts, et nous en avons besoin maintenant, dit-il, la voix tendue. Proposez-lui un accord, faites des changements si nécessaire, corrigez simplement ce problème à son insu. Une nouvelle vague d'employés avait déjà commencé à rédiger leurs propres plaintes. Le courage de Teresa et les révélations dramatiques de la salle d'audience les avaient encouragés à se manifester. L'entreprise était au bord d'un changement radical, tandis que les négociations commençaient tranquillement en coulisses. Teresa avait trouvé des alliés inattendus qui s'étaient ralliés à elle. L'une d'elles était Mélanie Cruz, une femme latino qui avait fait un stage dans l'agence de marketing sous la supervision de Teresa. Elle avait envoyé un email à Rick Stanton pour lui raconter comment elle avait personnellement vu des managers saper le travail de Teresa. Elle était la meilleure mentor, avait-elle écrit. J'ai déjà écrit à Mélanie, mais ils ne lui ont jamais donné le crédit pour ses idées. Au lieu de cela, ils l'ont rejetée et ridiculisée. Mélanie s'était même portée volontaire pour témoigner si nécessaire, malgré le risque pour sa propre carrière. Un autre allié était apparu au sein même de l'entreprise, un manager actif qui avait affirmé qu'elle en avait assez de la culture toxique et qu'elle était prête à s'exprimer, même anonymement. Pendant ce temps, des groupes locaux de défense des droits civiques avaient organisé un rassemblement devant le palais de justice. Les manifestants tenaient des pancartes indiquant « Travail égal, respect égal », tandis qu'un représentant de la section locale de la NACAC s'adressait à la foule. Nous soutenons Teresa Marshall. Ce n'est pas un incident isolé, c'est le reflet d'une injustice systémique, et cela doit être corrigé. À l'intérieur de la modeste maison de Teresa, Rick lui expliqua les derniers développements. Les avocats de l'entreprise font allusion à un règlement. Il a dit qu'il parlait également de présenter des excuses, mais c'est probablement plus une question de relations publiques que de sincérité. L'esprit de Teresa s'emballa. Une partie d'elle voulait régler les choses. Elle était épuisée à la fois émotionnellement et financièrement, mais une autre partie l'exhortait à tenir bon pour une véritable responsabilité. Et si nous poussions à des changements structurels? Elle demanda à haute voix un audit de diversité obligatoire ou des politiques pour prévenir que cela ne se reproduise. Rick hocha la tête pensivement. C'est absolument quelque chose que nous pouvons négocier. L'entreprise est sur la défensive, nous avons un levier. Une vague d'anxiété serra la poitrine de Teresa. Mais que se passe-t-il s'il essaie de me discréditer, m'accuser de quelque chose? Rick lui adressa un sourire rassurant. Nous avons les preuves, et n'oublions pas que la Maison-Blanche est impliquée. Ils ne vont pas risquer de transformer cela en un spectacle public encore plus grand. Elle laissa échapper un lent soupir. Je n'ai jamais voulu de toute cette attention, admit-elle, mais si cela aide à réparer un système brisé, peut-être que cela en vaut la peine. Juste à ce moment-là, une notification par SMS apparut sur son téléphone. Maman, tu es à nouveau tendance #Teresa. La victoire devient virale. C'était Ava partageant avec enthousiasme les derniers messages sur les réseaux sociaux louant le courage de Teresa, certains la qualifiant même de Rosa Parks des temps modernes. La comparaison semblait exagérée, mais Teresa ne pouvait nier que quelque chose d'important était en train de changer dans le paysage culturel. Même le maire de la ville avait tweeté son soutien, annonçant que son administration travaillerait avec les entreprises locales pour revoir les pratiques d'embauche. Teresa s'émerveillait de la façon dont le combat d'une seule personne pouvait déclencher une cascade de jugements sociaux et d'entreprises. Au fur et à mesure que l'enquête interne de l'entreprise progressait, des révélations choquantes furent dévoilées. Le directeur qui avait supervisé la division de Teresa avait un historique documenté de commentaires à caractère racial.
Il avait également manipulé les évaluations de performance pour désavantager les employés issus de minorités. Les dossiers des RH montraient de nombreuses plaintes contre lui, des plaintes qui avaient été discrètement rejetées ou n'avaient jamais fait l'objet d'une enquête appropriée. Ces conclusions furent désastreuses pour la réputation de l'entreprise et pour le directeur lui-même. Autrefois une figure puissante au sein de l'entreprise, il se retrouvait désormais sous une surveillance intense, les projecteurs braqués sur lui. Les dirigeants n'avaient d'autre choix que de prendre des mesures rapides. En quelques jours, il a été licencié. La sécurité l'a escorté hors du bâtiment, tout comme Teresa avait été escortée hors de la salle d'audience. L'ironie n'est pas passée inaperçue. Les employés ont murmuré que le karma avait bouclé la boucle lorsque le directeur en disgrâce a emballé ses affaires dans une boîte en carton. Son visage a tordu une indignation, mais le public avait déjà pris sa décision. Les médias sociaux l'ont qualifié de fanatique classique et les appels à une plus grande responsabilité n'ont fait que s'intensifier. Même les médias locaux ont diffusé des segments exposant son long historique de comportements discriminatoires. Le PDG n'a pas été épargné par la surveillance, les actionnaires ont exigé des explications et un groupe d'investisseurs majeurs ont menacé de retirer leur soutien à moins que l'entreprise ne subisse une refonte complète de sa direction. La réaction a forcé le conseil d'administration à tenir plusieurs réunions d'urgence en quelques semaines. Les acteurs intouchables du pouvoir de l'entreprise se sont retrouvés sur la défensive, se démenant pour expier des années de discrimination voilée. C'était le jugement que personne n'avait anticipé lorsque Teresa a déposé sa plainte pour la première fois. Le système tenait enfin les gens responsables, des gens qui croyaient depuis longtemps qu'ils étaient au-delà des conséquences. Teresa était assise dans une salle de conférence élégante face à une équipe d'avocats d'entreprise. Rick Stanton était à ses côtés et un agent de liaison du ministère de la Justice a observé par appel vidéo. La négociation du règlement avait officiellement commencé. L'avocat principal de l'entreprise s'est éclairci la gorge. Nous sommes prêts à offrir un règlement financier substantiel ainsi qu'une couverture complète des frais juridiques de Madame Marshall. Rick a échangé un regard avec Teresa et lui a demandé, et qu'en est-il des réformes institutionnelles? Il a hésité avant de répondre. Nous pouvons nous engager à un audit de la diversité et à des programmes de formation révisés. Nous rédigeons également des excuses officielles. Teresa s'est penchée en avant. Et comment pouvons-nous garantir cela? Ce n'est pas juste pour le spectacle, elle a insisté sur la nécessité de mesures de responsabilisation, des rapports trimestriels sur les pratiques d'embauche et de promotion supervisées par un tiers indépendant. La mâchoire de l'avocate s'est serrée, c'est assez long vu de l'écran vidéo. L'agent de liaison du ministère de la Justice a pris la parole. Étant donné la gravité des preuves, une surveillance externe semble appropriée pour garantir le respect des normes fédérales. La tension s'est intensifiée dans la salle. L'équipe juridique du cabinet s'est regroupée, chuchotant et prenant des notes. Le pouls de Teresa s'est accéléré. C'était le moment. Il ne s'agissait pas seulement d'elle, mais des employés qui travaillaient encore au cabinet. Ceux qui avaient eu trop peur de s'exprimer auparavant. Après une brève pause, l'avocat principal est revenu avec une offre révisée. Elle comprenait un règlement de plusieurs millions de dollars, des changements de direction obligatoires, une surveillance par un tiers pendant au moins 2 ans et des excuses publiques officielles reconnaissant qu'il y avait bien eu discrimination. Alors que Teresa et Rick examinaient la version finale de l'accord, elle sentait les larmes monter. L'entreprise offrait plus qu'elle n'avait jamais imaginé possible, mais le langage des excuses semblait encore faible. Des expressions comme « circonstances regrettables » et « partialité involontaire » la rendaient évasive. Teresa insista sur une formulation plus forte, poussant à une reconnaissance directe des actes répréhensibles. Au début, l'avocat de l'entreprise résista, mais avec le ministère de la Justice et un examen public intense qui les menaçait, ils concédèrent à contre-séance. À la fin de la séance de négociation épuisante, Teresa signa un accord de règlement historique qui non seulement l'indemnisa, mais imposa également des changements systémiques au sein de l'entreprise. Alors qu'elle a posé la signature finale sur papier, une vague de soulagement et de triomphe l'envahit. Elle ne put s'empêcher de repenser à ce moment dévastateur dans la salle d'audience lorsque le sergent Harrington l'avait fait sortir et qu'elle avait craint que son cas soit perdu. Maintenant, elle tenait entre ses mains un document juridique qui symbolisait un réel progrès vers la justice. L'implication de la Maison-Blanche, l'attention des médias et sa propre détermination inébranlable avaient tous conduit à ce résultat remarquable. Lorsque la nouvelle du règlement a éclaté, il a fait les gros titres de nombreux rapports ont souligné les réformes sans précédent imposées à l'entreprise. Certains l'ont qualifié de victoire historique, tandis que d'autres y ont vu un signal d'alarme.
Teresa s'est retrouvée inondée de demandes d'interview. Elle a choisi de partager son histoire de manière sélective, en ne parlant qu'à des médias qui fourniraient des discussions significatives sur la discrimination systémique plutôt que ceux qui courent après des extraits sonores sensationnels. Au milieu du tourbillon d'attention, Teresa a reçu un message inattendu. Le sergent Harrington voulait la rencontrer. Au début, elle était hésitante, mais Rick l'a encouragée à l'écouter. Après tout, leur rencontre dans la salle d'audience était devenue un symbole de pouvoir abusif et d'un changement de marée. Ils se sont rencontrés dans un petit café près du palais de justice. Harrington est arrivé en civil, l'air presque hésitant devant une tasse de café. Il a parlé doucement, « Je sais que mes excuses ne changeront pas ce qui s'est passé ce jour-là », il a admis, « mais je veux que vous sachiez que j'ai demandé un transfert à l'unité des relations communautaires. Je veux faire mieux. » Teresa l'a étudié pendant un moment. « Merci de l'avoir dit », elle a répondu avec précaution. « J'apprécie que vous ayez tendu la main. J'ai réalisé que ce système est plus grand qu'un simple juge ou un seul officier. Nous avons tous un rôle à jouer pour le changer. » Un soulagement a traversé le visage de Harrington. Ils ont parlé pendant quelques minutes de plus des changements en cours au palais de justice, nouvelle formation de sensibilité, ligne directrice révisée pour prévenir les préjugés raciaux, et protocole judiciaire mis à jour pour les agents des forces de l'ordre dans les salles d'audience. Alors qu'ils se séparaient, Teresa sentit un poids se soulever. Ce n'était pas le pardon au sens traditionnel du terme, mais plutôt la reconnaissance que les gens pouvaient changer, que la rédemption était possible. Elle croyait que de véritables progrès nécessitaient de combler ces écarts, même si cela signifiait avoir des conversations difficiles. Une semaine plus tard, Teresa et Rick retournèrent au palais de justice. Cette fois, c'était pour l'audience finale, une formalité pour inscrire officiellement le règlement au dossier. La présence des médias était désormais plus réduite, mais quelques partisans se tenaient encore à l'extérieur, tenant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Merci ». Teresa, à l'intérieur, le juge Essington la salua d'un hochement de tête réservé. Le juge semblait plus réservé à la lumière de la controverse, mais il y avait aussi autre chose dans son expression, une lueur de respect. Ce n'était pas la même femme qu'Essington avait renvoyée il y a quelques semaines. Teresa était maintenant reconnue à l'échelle nationale pour avoir pris position contre l'injustice. L'audience fut brève, les parties sont parvenues à un accord. Le juge Essington a demandé à l'avocat de la défense de répondre « Oui, votre honneur », Rick a ajouté « Nous sommes satisfaits des termes, votre honneur ». Le regard du juge s'est tourné vers Teresa. « Mademoiselle Marshall, pensez-vous que ce règlement répond adéquatement à vos préoccupations ?» Teresa prit une inspiration régulière. Les souvenirs revinrent. L'humiliation d'être expulsée de la salle d'audience, la frustration accablante, l'espoir inattendu, l'appel de la Maison-Blanche. « Oui, votre honneur, dit-elle fermement. Je crois que c'est un pas vers la vraie justice. » Un murmure silencieux parcourut la salle d'audience. Le juge Essington fit un signe de tête solennel. Puis il en fut ainsi. Elle frappa le marteau une fois. Et juste comme ça, l'affaire qui avait consumé la vie de Teresa prit fin. À l'extérieur, les journalistes l'ont assaillie de questions, mais elle a gardé sa réponse simple. Je suis reconnaissante que la vérité ait finalement été révélée. Et j'espère que cela inspirera d'autres personnes à s'exprimer. Cette victoire n'est pas seulement pour moi. C'est pour tous ceux qui luttent contre la discrimination. Ces mots résonnèrent dans l'air vif, alors qu'elle descendait les marches du palais de justice, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. C'était plus qu'une simple victoire personnelle. C'était la preuve du pouvoir de la persévérance, de l'importance des alliés, et des manières imprévisibles dont la justice pouvait se dérouler. Dans les semaines qui suivirent, la vie de Teresa revint progressivement à la normale, même si elle savait qu'elle ne serait plus jamais la même. Elle reçut d'innombrables messages de personnes qui avaient été inspirées par son courage. Plus important encore, elle s'assura de passer plus de temps avec Ava, voulant que sa fille comprenne l'importance de tout ce qui s'était passé. L'agence de marketing a commencé à mettre en œuvre les réformes décrites dans l'accord. Les premiers rapports ont indiqué une plus grande transparence dans l'embauche et les promotions. Un organisme de surveillance indépendant avait été nommé pour garantir la conformité et les employés ressentaient un sentiment renouvelé d'optimisme quant à leur lieu de travail. Quant à Teresa, elle a décidé de canaliser son expérience vers quelque chose de significatif. Avec l'aide de Rick, elle a créé un petit cabinet de conseil dédié à aider les entreprises à créer des environnements véritablement inclusifs. Elle a commencé à proposer des ateliers de formation et des services d'audit. D'anciens camarades de classe,
des collègues et même des employés de son ancienne entreprise l'ont contactée pour obtenir des conseils. Un après-midi pluvieux, alors qu'elle était assise à sa table de cuisine en train d'examiner des documents, une lettre est arrivée, une correspondance officielle du ministère de la Justice. À l'intérieur, elle a trouvé une mention élogieuse officielle pour son rôle dans la dénonciation de la discrimination systémique. Un haut fonctionnaire l'avait signée pour la remercier d'avoir rendu les lieux de travail à travers le pays plus justes et plus équitables. Les larmes ont rempli les yeux de Teresa en la lisant. Cette reconnaissance lui semblait surréaliste. Elle a repensé à la peur qu'elle avait ressentie dans le couloir du palais de justice, la piqûre de l'humiliation lorsqu'elle a été emmenée devant un public. Maintenant, tout cela semblait faire partie d'une histoire plus vaste, un voyage qui a prouvé que même les systèmes les plus enracinés pouvaient être remis en question. À l'extérieur, les nuages de pluie se sont séparés, permettant à un rayon de soleil de percer, un arc-en-ciel tendu dans le ciel se courbant au-dessus du quartier. Teresa sourit, l'interprétant comme un symbole d'espoir. Elle plaça soigneusement la lettre sur les papiers de règlement, un rappel du chemin parcouru. Et ainsi se termine l'histoire extraordinaire d'une seule voix, une fois réduite au silence, puis amplifiée par les plus hauts niveaux de pouvoir, obtenant justice non seulement pour elle-même, mais pour d'innombrables autres qui autrement seraient restés sans voix. Merci de nous accompagner dans ce voyage incroyable. Le combat de Teresa Marshall a commencé comme une affaire de discrimination individuelle enterrée dans un palais de justice bondé, mais il a rapidement éclaté en une histoire nationale qui a secoué le monde des affaires et a même atteint la Maison-Blanche. Depuis son expulsion forcée par un policier sceptique jusqu'à l'intervention cruciale de Washington, la résilience et le courage moral de Teresa ont remodelé sa vie et ont eu un impact sur la vie de beaucoup d'autres. Elle nous a montré que lorsque vous restez fort dans la vérité, les ondulations peuvent créer un changement monumental. Si cette histoire vous a ému ou a changé votre façon de voir la justice, faites-le nous savoir en aimant, partageant et vous abonnant. Votre soutien aide davantage de personnes à découvrir des histoires comme celle de Teresa et Sparks, un véritable changement dans le monde. Alors, appuyez sur le bouton d'abonnement, faites sonner la cloche de notification et partagez cette vidéo avec vos amis. Ensemble, nous pouvons construire un avenir plus équitable pour tous.